BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, deux grandes interviews aujourd'hui. Je reçois tout d'abord François Ekal qui est en studio avec nous, vous le connaissez maintenant, président de FIPECO. Bonsoir François Ekal. Bonsoir. Si je vous ai demandé de venir alors que vous êtes déjà venu maintes fois sur ce plateau, c'est que vous publiez mes comptes publics chez Odile Jacob. Et puis surtout, alors on vous a écouté pour commenter, disserter sur François Bayrou, sur la survie de la France. Mais j'ai quelques questions plus précises à vous poser sur la politique de l'offre, paraît-il, c'est elle qui a ruiné la France. Vous nous direz oui, non. On parlera aussi des aides aux entreprises et puis on parlera bien sûr des niches fiscales. Est-ce qu'il faut les supprimer? Et puis ensuite, c'est Anne-Laure Kichel qui sera avec nous. Elle est de passage à Paris. Elle est présidente de Global Sovereign Advisory. Elle était avant chez associée gérant chez Rothschild. Elle conseille les gouvernements et on dit que c'est la conseillère préférée des pays endettés. Elle nous dira comment, peut-être qu'elle pourrait conseiller la France. Et puis surtout, là, on verra avec elle les conséquences de cette guerre commerciale. François Ekal, vous êtes, donc vous publiez Mes comptes publics, président de l'association Finances publiques et Économie. Vous avez été conseiller honoraire à la Cour des comptes. Avant de vous poser, vous bombardez de questions, j'en ai une toute bête. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de gueule hier de Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui a dit si on ne m'écoute pas, vous allez voir, je vais plus certifier les comptes de l'État. Ça sert à quelque chose ou pas ? Pas beaucoup, malheureusement. En fait, il faut avoir en tête que l'État a plusieurs comptabilités. Il a une comptabilité budgétaire de caisse, on compte ce qui rentre, ce qui sort de la caisse. C'est cette comptabilité qui sert en pratique, parce que c'est avec cette comptabilité qu'on vote le budget, et puis ensuite qu'on le suit. Puis, il y a une autre comptabilité dont personne n'entend jamais parler, qui ressemble à une comptabilité d'entreprise, avec un bilan, un compte de résultats. C'est pas une comptabilité de caisse, c'est une comptabilité en droit constaté, comme disent les comptables. Et c'est celle-là que la Cour des comptes certifie avec des réserves, mais cette comptabilité, elle n'est pas utilisée. Normalement, chaque année, le Parlement, avec la loi de règlement, doit l'approuver. Ça fait 3 ans qu'il ne vote pas l'approbation de ses comptes, donc il ne se passe rien. Donc, oui, il ne certifiera pas, mais je ne suis pas sûr qu'il se passe grand-chose. D'accord, on ne peut pas dire que c'est l'expert comptable du bilan de l'État-entreprise, quoi, non? Non, mais c'est une comptabilité qui est quand même très intéressante, où il y a beaucoup d'informations. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'elle ne soit pas utilisée. S'il ne certifie pas, ça ne sert à rien. Mais il ne se passera probablement pas grand-chose. Est-ce que l'État joue vraiment sa survie ? Est-ce que nous jouons vraiment notre survie? Alors, c'est un peu exagéré. D'ailleurs, si on reprend l'exemple de la Cour des comptes, moi, quand j'y étais, ce que je raconte d'ailleurs dans mon livre, c'est que je lui disais, ne dites pas, on est au bord du gouffre, on joue notre survie, on est au pied du mur. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a un mur devant nous. On sait qu'on risque d'avoir il y a un mur de quoi? Mais il y a un mur parce qu'on risque, avec un endettement qui ne fait qu'augmenter, une dette qui commence à devenir incontrôlable, un jour, nos créanciers vont avoir peur, vont augmenter les taux d'intérêt et le risque, c'est à ce moment-là ce qui se passe, ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a 2 ans, où il a fallu changer radicalement de politique économique. Donc le risque existe, mais on ne sait pas quand ça se matérialise. Donc on sait qu'il y a un mur, mais on ne sait pas à quelle distance est le mur. Donc, et le problème, c'est que si on dit tout le temps notre survie est en jeu, on est au bord du gouffre, si finalement on continue, et on peut encore continuer à s'endetter pendant pas mal de temps, ça finit par plus être crédible. Juste, François Bayrou, il a choisi 3 graphiques principaux, en fait, pour montrer justement pourquoi la France jouait sa survie, puisque lui, c'est son interprétation. En tous les cas, c'est presque un peu sa marotte, et tant mieux, même si ça n'a pas été très efficace jusqu'à alors. On va voir. Est-ce que c'est les graphiques que vous auriez choisis? Vous vous rappelez? Alors, je ne sais plus quel est, il y en avait un. Quel graphique il faut, oui. La dette, au niveau de la dette, il y avait... On doit travailler plus, donc c'était pour montrer que la France ne travaillait pas. Il faut produire plus. C'est les 3 critères les plus importants à vos yeux? Non, mais il a raison. C'est vrai que les problèmes de finances publiques, la réduction du déficit public serait plus facile si on avait un taux d'emploi plus important et si on avait une activité économique plus importante. Ce qui veut dire d'ailleurs que des mesures comme le recul, des mesures permettant un recul de l'âge effectif de départ à la retraite, c'est très bien parce que ça permet non seulement de réduire les dépenses de retraite, mais ça permet surtout, c'est le plus important, d'augmenter la population active et donc d'augmenter l'emploi à moyen long terme. Et ça permet d'avoir plus de recettes. C'est le meilleur moyen de réduire le déficit. Il y a un truc que vous racontez bien dans votre livre, et là on peut se poser la question, parce qu'on est dans un tel monde d'incertitudes, c'est des prévisions qui sont toujours
trop optimiste. Vous vous racontez ça. En fait, l'État se trompe toujours. Alors, c'est pas qu'il se trompe. En fait, quand j'étais au ministère des Finances, il y avait toujours 2 jeux de prévision. Oui. Il y avait la prévision officielle, dans laquelle le gouvernement affichait une réduction du déficit, de la dette, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Puis il y avait nos prévisions internes qui étaient beaucoup plus pessimistes, où on expliquait que si on prenait pas des mesures très difficiles de redressement des comptes, non, le déficit n'allait pas se réduire, la dette n'allait pas se réduire non plus. Et ça, donc, c'était il y a 30 ans. Après, quand j'ai fait des audits des finances publiques à Bercy pour la Cour des comptes, j'ai retrouvé la même situation. Et là, on s'est rendu compte, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat est allé faire une descente à Bercy il y a 1 an et demi, et il a trouvé les prévisions internes. Et il a constaté, oui, elles étaient beaucoup plus pessimistes que les prévisions officielles. Ça a toujours été comme ça. Oui, ça continue, c'est ça qui est incroyable aujourd'hui, non ? Reconnaissez, je sais bien que vous n'allez pas renier vos pairs. Enfin, reconnaissez que on était à la limite de la dissimulation, non, quand même. Alors, la raison, c'est que tous les gouvernements depuis les années 90 veulent afficher une réduction du déficit public pour rassurer nos créanciers, rassurer nos partenaires européens, montrer qu'on est dans les clous des règles budgétaires européennes. Mais en fait, ils sont incapables d'assumer les mesures politique qui permettrait d'y arriver. Donc on ne le fait pas et on n'y arrive pas. Oui, c'est quand même très anormal. Une politique de l'offre trop coûteuse et la question, c'est que on dit, moi j'ai reçu Éric Coquerel qui est président LFI de la Commission des Finances, mais même le débat, la petite musique qu'on entend, c'est, vous voyez, la politique très favorable aux entreprises, la politique de l'offre qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu président de la République en 2017, en fait, c'est elle qui nous a plombés, c'est elle qui nous plombe, parce que ça a coûté très cher et ça n'a rien rapporté. Quelle est, votre analyse, François Ekal, par rapport à ça ? Parce que j'aimerais bien remettre les pendules à l'heure dans un sens ou dans un autre. Alors je pense que cette politique de l'offre était nécessaire. Elle a eu quand même des résultats, l'emploi en particulier, mais aussi l'investissement. Même notre commerce extérieur, on a réussi à peu près à équilibrer la balance des transactions courantes l'année dernière. Maintenant, il faut avoir en tête qu'une politique de l'offre, ça ne peut avoir vraiment d'effet positif que dans la durée. Si c'est crédible. Par exemple, on prend souvent le cas de la suppression de l'ISF, on voulait faire revenir les exilés fiscaux. Mais les exilés fiscaux, ils ne vont pas revenir du jour au lendemain parce que vous avez supprimé l'ISF. Ils sont revenus, du reste, il y en a beaucoup Certains sont revenus, mais d'autres se sont dit, est-ce que c'est durable ? Est-ce que vraiment je vais démalnager, reprendre ? C'est compliqué, c'est pas une décision. On voit les débats actuels. Avec les débats actuels, donc on peut comprendre. Voilà. Et malheureusement, après, il y a eu le Covid, la crise de l'énergie, maintenant la guerre Ukraine. Et aujourd'hui, on est dans une situation, toute cette politique, on la remet en cause. Et donc, si j'étais investisseur, si j'avais le choix de me délocaliser ou d'aller m'installer à l'étranger, c'est sûr que j'hésiterais. Parce que elle a coûté combien ? Alors après, parce qu'on dit 60 milliards, 80 milliards, vous avez une idée ou pas ? Non, on n'en sait rien. L'erreur qui a été faite quand même par Macron, c'est qu'il y a eu, en tout cas en matière fiscale, donc il y a eu beaucoup de mesures de baisse d'impôts, impôts sur les sociétés, etc. Elles n'ont pas été compensées par des économies équivalentes. Donc ça, je pense que cette politique de l'offre, il fallait la faire, mais je n'ai jamais dit je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait s'autofinancer. Quand on baisse des impôts, finalement, ça a un coût. Même si ça a des effets positifs. En même temps, et donc, on n'a pas fait les économies équivalentes. Et donc, aujourd'hui, et en plus, on a rajouté des choses comme la suppression de la taxe d'habitation qui ont coûté très cher. Et donc, ça explique effectivement, en partie, le déficit qu'on a aujourd'hui. C'est vrai. Mais il aurait fallu faire des économies en même temps. Oui, mais lorsqu'on voit le taux d'IS qui a été ramené à 25%, ce qui était une excellente mesure, certains disent, mais non, mais regardez, l'IS a rapporté plus qu'avant. Non, ça c'est... Non, c'est pas vrai ? Non, il faut voir que, par exemple, l'IS était réduit en 2016 par le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi. Donc on a supprimé le CICE, de manière totalement mécanique, le produit de l'IS augmente de 20 milliards. Voilà. Mais à côté de ça, on a réduit de 20 milliards les cotisations patronales. Donc voilà, si on prend tout ça en compte, non, la baisse de l'IS ne s'est pas autofinancée. Il n'y a pas de mesure fiscale qui s'autofinancent.
D'accord. Donc il faut faire des économies à côté. Oui, ça c'est un gros mot. Est-ce que les aides aux entreprises, d'abord, est-ce que vous, j'ai pas eu le temps de voir si dans votre livre vous le chiffrez, le montant des aides aux entreprises, parce que certains vous disent c'est 200 milliards, d'autres disent plutôt 135 milliards, 80 milliards pour les charges. Et la question c'est, est-ce que si on pourrait les supprimer d'un seul coup? Alors, j'ai été auditionné d'ailleurs par la commission d'enquête sur les aides. D'où ma question. Voilà. D'où ma question, François Ekal. En fait, il y a plusieurs estimations parce qu'il y a plusieurs champs possibles, plusieurs périmètres possibles. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que on dit parfois qu'elles coûtent 150, 200 milliards. Là-dedans, l'essentiel de ces aides, ce sont des allègements de cotisations patronales et des dépenses fiscales qui sont déjà déduits des prélèvements obligatoires. Quand on dit qu'on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE ou que les prélèvements sur les entreprises sont parmi les plus élevés de l'OCDE, c'est après avoir déjà déduit toutes ces aides. Après, il y a aussi des aides directes, des vraies subventions, ça c'est une 60aine de milliards. Et même quand on retire, quand on fait on déduit... C'est quoi les aides directes? Les aides directes, c'est des choses très variées. C'est les aides à l'apprentissage, les aides à l'agriculture, les aides aux énergies renouvelables. C'est la difficulté d'ailleurs quand on dit il faut les supprimer. On pourrait se dire on va supprimer toutes ces aides et puis baisser en même temps, par exemple, le taux d'impôt sur les sociétés ou les impôts sur la production. Ou le coût du travail. Le coût du travail. Voilà. Le problème, c'est que ce sont des aides très diverses qui ont chacune, je dirais, un objectif particulier et qui profitent à des entreprises particulières. Donc les aides à l'agriculture, elles profitent aux agriculteurs, les aides aux éoliennes, elles profitent à EDF et à d'autres qui produisent de l'électricité. Voilà. Donc il y a des aides au transport, voilà. Donc c'est très difficile en réalité. Il faut s'attaquer à chacune de ces politiques. Alors dernière question, François Ekal, c'est où faire des économies? Alors là, on entend tout. Notamment peut-être le retour de l'ISF, on simplifie, et puis certains qui disent, attendez, il y a 407 niches fiscales, il faut en supprimer, il faut les supprimer. Le problème, c'est que je crois qu'il y en a beaucoup, on ne sait même pas, il y en a 206, donc à peu près la moitié, on ne sait même pas en fait à qui elles profitent. Oui, c'est vrai, on dit à ceux... Oui, c'est vrai. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a, une bonne partie d'entre elles qui sont toutes petites. On ne sait pas quel est le nombre de bénéficiaires. On ne sait même pas leur coût d'ailleurs. Mais en général, ce coût est assez faible. Hein. Les principales niches fiscales, on en connaît le coût. Et c'est près les principes. Mais comme disait un ancien président de la commission des finances de l'Assemblée, dans chaque niche fiscale, il y a un chien qui mord. Ça, on connaît, c'est comme les aides. Chacune a sa justification. Et toute dernière question, parce que sur le crédit impôt recherche, je pense que ça peut être utile quand même, crédit impôt recherche. C'est la principale. C'est la principale, c'est pour ça que je mentionne celle-là. Mais on voit bien qu'il y a des dérapages. Moi, ce qui me frappe, il y a de la fraude sociale, il y a de la fraude, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler suffisamment justement ces crédits d'impôt qui bénéficient... Il y a des services pourtant à Bercy et à la Cour des comptes. Oui, il y a des services, c'est contrôlé, mais c'est compliqué parce que les règles sont, en réalité, c'est pas si simple que ça. Les règles sont compliquées. Il faut une aide à l'innovation et à la recherche, et tous les économistes vous diront que c'est justifié. Oui, bien sûr. Après, depuis 20 ans qu'existe cette aide, on cherche, la bonne formule qui permette d'inciter suffisamment les entreprises à vraiment faire de la recherche et que ce soit pas de l'argent perdu. On l'a pas trouvé. C'est pas pour autant qu'il faut supprimer ce crédit d'impôt recherche, mais probablement, il y a des études qui montrent qu'on pourrait sans doute modifier un peu les paramètres de calcul pour que ce soit plus efficace. Merci beaucoup François Ekal, on est toujours friand de vos analyses et de vos décryptages. François Ekal, donc président de FUPECO et qui publie Mes comptes publics, conception et contrôle des politiques économiques depuis 1980 chez Odile Jacob.